Je vous propose maintenant de passer au deuxième axe, le double discours, double position des États membres, voire de l'Union européenne elle-même. Donc là, je le rappelle, un chiffre qui a été beaucoup médiatisé, le fait que l'Italie ait délivré entre 2023 et 2025 450 000 permis de travail, alors qu'on en a parlé. Giorgia Meloni avait fondé une grande partie de sa campagne sur la lutte contre l'immigration. Et d'ailleurs, c'est tombé il y a quelques jours, mais le gouvernement italien souhaite renouveler un peu l'expérience en délivrant 500 000 nouveaux visas supplémentaires entre 2026 et 2028. Je pense aussi au double discours de la France le discours officiel, c'est de lutter contre l'immigration irrégulière en multipliant les arrêtés préfectoraux d'obligation de quitter le territoire français, les fameux OQTF, alors que dans la pratique réelle, on a des milliers de travailleurs sans papier qui sont indispensables dans des secteurs clés, le bâtiment, l'agriculture, l'aide à la personne, la restauration. Donc on voit qu'il y a une sorte de tolérance implicite, des régularisations ciblées, mais pas d'assumption politique claire de ce besoin. Et pour l'Union européenne, je pense notamment à la politique agricole commune, où la réforme en fait ne prend pas ou peu en compte les droits des travailleurs agricoles, pourtant financés indirectement via ces aides. Donc le discours officiel qu'on retrouve dans le règlement relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC, c'est de conditionner les aides agricoles au respect du droit du travail. Si tant est que les contrôles révèlent quelques irrégularités qui soient. Donc on le comprend, l'efficacité dépendra fortement de la rigueur des contrôles, de la volonté politique nationale et de la capacité à détecter ces abus, ce qui est en pratique insuffisant aujourd'hui. Donc double discours sur le fait qu'on annonce une PAC plus sociale, mais on ne protège pas vraiment les travailleurs sur le terrain, notamment les plus précaires. Donc ma question ici, c'est si ce double discours, en fait, États membres Union réfractaires à la migration de travail, alors qu'elle est pourtant utile dans certains secteurs, ce double discours, est-il une stratégie politique assumée ? Alors, il est difficile d'assumer un double discours officiellement, bien entendu. Je pense, même s'ils font plus partie de l'Union européenne, à la campagne de certains Britanniques sur le Brexit, où ils étaient même à l'encontre de la liberté de circulation des travailleurs européens. Et donc là-dessus, c'est une liberté, et des Européens, au hasard polonais, pouvaient s'installer au Royaume-Uni pour trouver du travail. Et il y a eu une campagne, notamment du parti de Nigel Farage, à l'encontre de ça, en disant les Polonais ou Roumains, etc., nous piquent notre travail. Donc ça, c'est clairement une campagne qui était mensongère, parce qu'il y a aussi certains métiers que des Britanniques ne voulaient pas forcément prendre en main, et de dire on n'accepte plus aucun étranger sur notre sol, comme ça on a 0% de chômage. On sait très bien dans l'histoire de l'humanité que c'est faux. C'est complètement faux. C'est complètement faux parce qu'on a tous des compétences différentes, des formations différentes et parfois aussi des envies de carrière différentes. Et donc, restreindre la liberté de circulation des citoyens européens et leur droit de travailler dans un autre pays européen, c'est aussi se tirer une balle dans le pied. Et les Britanniques l'ont bien compris, puisque depuis, ils sont sortis de l'Union européenne. Et beaucoup d'Européens sont partis du Royaume-Uni, des citoyens européens, parce qu'ils ont perdu des droits, qu'il y avait des démarches administratives parfois complexes à réaliser pour pouvoir rester sur le territoire britannique. Donc beaucoup de main-d'œuvre est partie. Et le Royaume-Uni s'est rendu compte, notamment dans le domaine agricole, mais pas que, qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre. Et ils ont appelé au secours des Polonais pour qu'ils reviennent sur leur territoire parce qu'il manquait de main-d'œuvre. Quel camouflet. On n'en parle pas suffisamment, notamment du point de vue français ou italien au hasard. On ne parle pas de cette retour d'expérience et du fait qu'on ne doit pas copier cet échec britannique. Parce que c'en est ridicule, on peut en rire, ça peut prêter à sourire. En réalité, il y a quand même des parcours de vie qui ont été chamboulés pour ça, des gens qui s'étaient installés sur du long terme au Royaume-Uni, qui travaillaient, qui payaient des impôts là-bas, et qui participaient de la vie de la cité, entre guillemets, et qui ont dû changer de pays du jour au lendemain. Et donc ça, c'est quelque chose, et parfois des couples qui se sont formés, et des gens qui ont préféré
préféré partir du pays quand même parce qu'ils n'étaient pas britanniques. Et donc il y a des couples aussi qui se sont brisés de cette manière. Donc les parcours de vie ont été brisés à cause de ça. Donc il faut faire très attention, y compris dans des campagnes où bien sûr on a beaucoup d'emphase, etc. C'est la période qui veut ça, malheureusement une période qui dure, mais il faut faire attention. Les mots qu'on utilise, le vocabulaire a un sens, et a une signification et une portée. Et les candidats et candidates politiques n'ont pas toujours en tête les répercussions, que ce soit sur tout un tas de sujets, et notamment sur les questions migratoires au sens large du terme. Et donc, pour ceux et celles qui arrivent au pouvoir alors qu'ils étaient très critiques envers cette migration de travail, cette migration donc légale, derrière, ils doivent faire face à la réalité, comme j'ai dit, et notamment Giorgia Meloni. Et dans ce cadre-là, elle s'explique, elle est obligée, les permis de travail, ça s'octroie et ça se voit. Donc elle est obligée de se justifier là-dessus. Mais c'est vrai que par rapport à la Giorgia Meloni candidate, il y a un gouffre entre les deux, avec la Giorgia Meloni qui dirige le pays actuellement. Et donc ça, ils sont obligés d'y faire face, à voir si l'électorat de Giorgia Meloni va lui pardonner ou pas, même si elle explique factuellement qu'il y a ce besoin de manœuvre en Italie et qu'ils ne peuvent pas faire autrement, mais son discours d'avant n'était pas le même. Donc ça peut être en contradiction et créer le trouble parmi son électorat. Donc pour les prochaines élections, on va voir si son électorat va continuer à la suivre ou va se déporter vers quelqu'un qui aura toujours ce discours primaire de on est contre l'immigration, quelle qu'elle soit, fermons nos frontières, formons une forteresse, etc. Je caricature un petit peu. Et donc là-dessus, c'est vrai que c'est en se confrontant aussi à l'exercice du pouvoir qu'on évolue. C'est normal, entre guillemets, pour toute couleur politique, mais sur ce sujet précisément, plus on a été caricatural pendant les campagnes électorales, et plus on se retrouve face à la réalité difficile pour ce type de parti politique. Pour l'Union européenne, alors je fais une distinction pas juste pour être pro-européen BA, loin de là, mais comme vous dites, les contrôles, notamment par rapport au secteur agricole, dépendent des États membres. Il n'y a pas suffisamment de fonctionnaires à la Commission européenne pour aller faire des contrôles dans les États membres. Et donc, au hasard, en Espagne, il y a eu des scandales où des travailleurs, parfois citoyens européens, parfois étrangers, étaient dans des conditions exécrables, notamment dans le secteur agricole. Et ça, ce n'est pas bénéfique pour l'image du pays, mais il n'y a pas assez de contrôle. Voilà. Ça, c'est quelque chose de dramatique, parce que certes, au niveau économique, ça concurrence nous, nos agriculteurs, qui n'ont pas forcément recours à cette main-d'œuvre maltraitée, logés dans des conditions exécrables et sous-payés. Et donc il y a une concurrence qui est complètement faussée. Mais au-delà de ça, bien entendu, c'est les conditions humaines qui sont déplorables et qu'il faut critiquer dans un premier temps. Mais c'est l'État membre qui doit opérer ces contrôles. Et l'Union européenne ne peut pas le faire directement, à part si on lui soumet qu'un État membre ne respecte pas les normes européennes. Mais il faut qu'on puisse soulever la question. L'Union européenne ne peut pas s'en saisir par elle-même parce qu'elle ne peut pas envoyer des fonctionnaires européens contrôler sur le terrain. Et donc c'est plus ou moins facile en fonction du sujet, de la politique et de l'État membre. Dans la Hongrie de Viktor Orban, c'est très difficile de faire respecter les normes européennes parce que l'État lui-même est assez léger sur le respect des normes européennes. Observe-t-on des tensions entre ministères, je pense notamment au ministère intérieur, travail, voire entre État central, région et ville sur cette question? Alors, ça dépend vraiment d'un pays à un autre. Par exemple, en France, c'est un État qui est très centralisé et souvent, même si dernièrement c'est plus trop le cas, il y a un parti politique qui obtient une majorité aux élections législatives et qui a un maximum une majorité de sièges à l'Assemblée nationale et qui peut diriger le pays. Donc c'est beaucoup moins vrai depuis la dissolution, mais c'est une situation entre guillemets un peu inédite. Mais sous la Ve République, c'était souvent un parti politique fort, voire une coalition, mais avec des partis très proches. Et donc là-dessus, d'un ministère à un autre, il y avait assez peu de conflits ouverts. Bon, il y a justice et intérieur sur d'autres sujets où là, il y a toujours un peu de rivalité, peu importe le parti politique, même s'ils font partie de la même famille politique. Mais sur travail et intérieur, en tout cas en France, il y a moins
cette opposition ouverte, en tout cas, parce qu'on n'est pas non plus dans les secrets des dieux. Dans d'autres pays, c'est différent. En Allemagne, ce n'est pas du tout la même façon de fonctionner. Les différents ministres ont beaucoup plus de poids, parce que c'est une coalition souvent qui est large, de partis qui, en France, ne travailleraient pas ensemble, on va dire ça comme ça, au moins pas dans la même coalition. Et donc c'est une fédération, c'est un État fédéral, l'Allemagne. Et donc les ministres ont pas forcément une indépendance, mais beaucoup plus d'autonomie. C'est pas un président ou une présidente qui va diriger le pays. Même Angela Merkel, quand elle allait au Conseil européen, parfois, elle ne pouvait pas prendre position pour son État en disant il va falloir que j'en réfère au Bundestag, que j'en réfère à mes ministres. C'est important. Et les régions, les Länder en Allemagne, ont aussi beaucoup plus de compétences que nos régions administratives en France, qui ont des compétences, certes, mais qui ont une autonomie beaucoup moins grande, beaucoup moins large qu'en Allemagne ou qu'en Espagne. Donc là-dessus, vraiment, ça va dépendre d'un État membre à un autre. Très bien. Et en dernière question de cet axe 2, vous voulez aller un peu plus loin et vous demandez si le maintien d'une économie grise est-il un compromis tacite pour éviter la revalorisation des métiers, des salaires, ou affronter l'impopularité d'un discours plus ouvert? Alors là-dessus, c'est pareil, il ne faut pas faire de généralité d'un État membre à un autre ou de partis politiques. Mais en effet, si on respectait réellement les normes européennes et les normes nationales, on ne laisserait pas la situation des exploitants agricoles en Espagne de cette façon. Alors, je n'ai pas envie de me focaliser que sur le secteur agricole, il y en a d'autres, il y a le textile, il y a le travail en usine, etc. C'est aux États membres de faire respecter le droit national, bien entendu, mais aussi le droit européen. C'est eux qui sont le garant du respect du droit européen. Et donc là-dessus, si certains États membres sont permissifs ou regardent ailleurs lorsque des entreprises ne respectent pas ces normes, c'est dérangeant. En fait, on fait partie comme de la même copropriété. Et si chaque copropriétaire ne respecte pas les règles, on va directement au conflit. Et on ne peut plus se faire confiance les uns aux autres. On est dans une période où on a besoin de cette confiance, surtout sur ce sujet migratoire au sens large du terme. On a besoin de se faire confiance et actuellement, depuis quelques années, et notamment depuis 2015, on n'a plus confiance les uns dans les autres. Et c'est pour ça, par exemple, que certains pays ont eu beaucoup de mal à intégrer pleinement l'espace Schengen, comme la Roumanie ou la Bulgarie, alors que, entre guillemets, ils avaient répondu à plusieurs critères, comme d'autres États membres avant eux, qui sont rentrés plus tôt dans l'espace Schengen. Mais il y avait cette méfiance envers la Roumanie et la Bulgarie qui maintenant font pleinement partie de l'espace Schengen. Donc ça, c'est des choses qui sont très visibles dans l'Union européenne et c'est important de faire respecter les normes et de regagner cette confiance les uns envers les autres puisqu'on a intérêt à travailler ensemble, on a intérêt à se faire confiance par rapport à des États tiers qui sont plus ou moins véhéments à notre rencontre. On pense bien sûr à la Russie, à la Chine ou aux États-Unis. Même si les États-Unis historiquement sont nos alliés, aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de les traiter comme des alliés au même titre que par exemple le Canada ou l'Afrique du Sud. On va plus se rapprocher des seconds que du premier en ce moment. Et là-dessus, on n'est pas tous sur la même longueur d'onde entre États membres, mais en tout cas, c'est important d'avoir cette cohésion. Ça ne veut pas dire harmoniser tout et avoir un État unique en Europe, loin de là, mais au moins on doit regagner cette confiance pour pouvoir progresser ensemble, et notamment sur ces questions de droit du travail, même si ce sont des compétences nationales, des compétences d'appui, de soutien de l'Union européenne. C'est important d'avoir cette confiance, parce qu'on peut voter des choses au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, mais si les États membres ne font pas respecter ces normes, c'est un problème. Et il y a beaucoup de normes, notamment sur l'Europe sociale, qui ont été votées dans la dernière mandature. On en a peu parlé malheureusement, mais des normes sociales ont été adoptées. Est-ce qu'elles sont respectées dans les différents États membres? Ça, c'est une autre question.